Les larmes gelaient sur les joues ridées de Marcel lorsqu'il aperçut l'impossible, un lynx sauvage, portant encore le collier que Jeanne lui avait mis 7 ans plus tôt, dormait paisiblement sur la tombe de son épouse. Comment cette créature insaisissable avait-elle traversé des montagnes entières pour retrouver précisément l'endroit où reposait la femme qu'il avait autrefois sauvée? Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de nous dire dans les commentaires depuis quelle partie du monde tu nous regardes. C'est parti. Les montagnes des Alpes françaises ne pardonnent pas aux âmes égarées. Quand l'hiver étend son manteau blanc sur les sommets et que le silence règne en maître, la frontière entre la vie et la mort devient aussi fine que la glace d'un lac gelé. Dans ce monde où chaque souffle forme un nuage éphémère, un vieil homme gravit péniblement le sentier enneigé qui mène au petit cimetière du village. Les habitants de Saint-Martin-de-Belleville le connaissent tous. Marcel Dufresne, 82 ans, ancien garde forestier dont la silhouette voûtée est devenue aussi familière dans le paysage que les sapins centenaires qu'il a protégés toute sa vie. 3 mois se sont écoulés depuis que la terre gelée a accueilli le corps de Jeanne, son épouse, pendant 57 ans. 3 mois, et pourtant Marcel continue sa procession quotidienne, défiant les bourrasques et la morsure du froid, portant dans ses mains gantées un petit bouquet de fleurs séchées, les dernières qu'ils avaient cueillies ensemble l'automne dernier. Aujourd'hui, quelque chose est différent. Alors qu'il pousse la petite barrière en fer forgée du cimetière, son regard perçant distingue une forme inhabituelle sur la tombe de Jeanne. Une forme immobile, trop grande pour être un renard, trop petite pour être un loup. Le cœur de Marcel s'accélère tandis qu'il s'approche avec précaution. La neige craque sous ses bottes épaisses, trahissant sa présence. Et pourtant la créature ne bouge pas. C'est alors qu'il le voit clairement, un lynx adulte endormi, recroquevillé sur le marbre froid qui recouvre les restes de sa bien-aimée. Le félin sauvage, avec ses oreilles touffues et sa fourrure tachetée, présente dans ce cimetière silencieux un tableau aussi improbable que saisissant. Le vieil homme s'immobilise à quelques mètres, stupéfait. En 50 ans de carrière dans les forêts alpines, jamais il n'avait observé un lynx d'aussi près, et certainement pas dans un endroit aussi exposé. Ces fantômes de la forêt, comme il les appelait, évitent habituellement toute présence humaine avec une détermination farouche. Que fait cette créature sauvage ici, exposée et vulnérable, dormant sur la dernière demeure de Jeanne? Incroyable, murmure Marcel, son souffle formant un petit nuage blanc dans l'air glacial. Au son de sa voix, les oreilles du lynx tressaillent légèrement, mais l'animal ne prend pas la fuite. Avec une infinie lenteur, il ouvre ses yeux ambrés, fixant le vieil homme sans manifester de peur, juste une curiosité tranquille. C'est alors que Marcel remarque quelque chose qui fait chavirer son cœur. Le lynx boite visiblement, sa patte avant droite repliée contre son corps et une blessure récente est visible sur son flanc. Plus troublant encore, Marcel reconnaît autour du cou du félin un collier qu'il connaît bien, un fin ruban bleu avec une petite clochette en argent. Le collier que Jeanne avait mis au chaton qu'ils avaient sauvé il y a presque 7 ans. Luciole? La voix de Marcel se brise d'émotion. C'est vraiment toi? Le petit lynx orphelin qu'ils avaient recueilli après une terrible tempête, soigné pendant des semaines avant de le relâcher dans la réserve naturelle voisine? Était-il possible que ce soit le même animal, revenu après toutes ces années? Des souvenirs submergeant Marcel. L'hiver brutal de 2018, Jeanne et lui découvrant le minuscule chaton près du corps de sa mère, victime d'une avalanche. Les nuits passées à le nourrir au biberon dans leur chalet isolé. Jeanne, déjà affaiblie par la maladie qui finirait par l'emporter, retrouvant une étincelle de vie en s'occupant du petit félin qu'elle avait nommé Luciole à cause de ses yeux brillants dans l'obscurité. Et puis, le jour où ils avaient dû le relâcher, suivant les instructions du service de protection de la faune. « Il appartient à la montagne », avait dit Jeanne en pleurant doucement,
pas à nous. Avec d'infinies précautions, Marcel s'approche encore, s'agenouillant péniblement dans la neige à côté de la tombe. Le lynx, Luciole, ne recule pas. Ses yeux ambrés, qui paraissent presque dorés dans la lumière hivernale, restent fixés sur le vieil homme. « Tu es revenu ?» chuchote Marcel, des larmes gelant instantanément sur ses joues ridées. « Tu es revenu pour elle. » Dans un geste qui défie toute logique du monde sauvage, le lynx étend son cou, permettant à Marcel de confirmer ce qu'il soupçonnait déjà. Le collier, bien que distendu par la croissance de l'animal, porte encore la minuscule clochette que Jeanne avait insisté pour attacher. « Pour qu'on sache toujours où il est », avait-elle dit, même quand on ne peut pas le voir. Au village, personne ne croirait cette histoire. Un lynx adulte, animal considéré comme l'un des plus insaisissables de la faune européenne, revenu auprès de ceux qui l'avaient sauvé. Et pourtant, Marcel n'a aucun doute. La façon dont l'animal le regarde, sans crainte mais avec une forme de reconnaissance tranquille, parle plus qu'un millier de mots. Le garde forestier vétéran observe attentivement la blessure. Elle n'est pas mortelle, mais suffisamment sérieuse pour affaiblir considérablement l'animal en plein hiver, saison où chaque proie manquée peut signifier la différence entre la survie et la mort. L'instinct a-t-il ramené Luciole vers le seul endroit où il avait connu la sécurité? La réponse frappe Marcel avec une clarté soudaine qui lui coupe le souffle. Ce n'est pas un hasard si le lynx est précisément sur la tombe de Jeanne, pas ailleurs dans le cimetière, pas près de leur chalet. D'une manière que la science ne peut expliquer, l'animal a retrouvé celle qu'il avait sauvée, nourrie, aimée. « Oh, Jeanne !» murmure Marcel, sa voix tremblante de ce mélange unique de douleur et d'émerveillement que seuls connaissent ceux qui ont véritablement aimé. Tu continues à prendre soin des créatures perdues, même maintenant. La neige recommence à tomber doucement, de gros flocons paresseux qui dansent dans l'air immobile avant de se poser sur le marbre froid, sur la fourrure tachetée du lynx, sur les épaules voûtées du vieil homme. Un tableau figé dans le temps, une rencontre improbable entre trois âmes liées par des fils invisibles que ni la mort ni les lois de la nature sauvage ne semblent pouvoir rompre. Marcel sait ce qu'il doit faire. Avec des mouvements lents et délibérés, il retire son épais manteau et le place doucement sur le lynx blessé. L'animal ne proteste pas, ne fuit pas. Une anomalie si profonde dans le comportement d'un prédateur sauvage que Marcel sent un frisson qui n'a rien à voir avec le froid parcourir son dos. « Viens », dit-il simplement. « Rentrons à la maison. Elle aurait voulu que je prenne soin de toi. » Comme s'il comprenait chaque mot, le lynx se lève avec difficulté, sa patte blessée maintenue au-dessus du sol. Il suit Marcel qui s'éloigne lentement de la tombe, jetant un dernier regard vers le marbre où est gravé le nom de Jeanne Dufresne. Pour la première fois depuis l'enterrement, Marcel quitte le cimetière sans se retourner, sachant qu'il emporte avec lui une partie de Jeanne bien plus vivante que tous les souvenirs qui handent sa mémoire. Sur le chemin du retour vers le chalet, le vieil homme et le prédateur sauvage avancent côte à côte dans la neige qui s'épaissit, créant une image si extraordinaire que les rares témoins s'arrêtent, incrédules. Pourtant, pour Marcel, rien n'a jamais semblé plus naturel. Dans ce moment suspendu entre ciel et terre, entre vie et mort, entre domestication et nature sauvage, il ressent une certitude profonde. Jeanne a trouvé un moyen de lui envoyer un message, de lui rappeler qu'il n'est pas encore temps pour lui de la rejoindre, qu'il a encore un rôle à jouer dans ce monde. 20 minutes de marche laborieuse séparent le cimetière du chalet des Dufresne. 20 minutes durant lesquelles Marcel ne cesse de jeter des regards incrédules vers son compagnon improbable. Le lynx avance avec difficulté, sa démarche rendue asymétrique par sa blessure, mais il suit obstinément le vieil homme, maintenant une distance constante de quelques mètres. « Tu te souviens du chemin, n'est-ce pas ?» murmure Marcel, brisant le silence feutré que seuls les craquements de leurs pas dans la neige osent perturber.
Le chalet apparaît enfin, petite structure robuste de pierre et de bois, avec son toit couvert d'une épaisse couche de neige et sa cheminée d'où s'échappe un mince filet de fumée. Marcel avait allumé le feu avant de partir ce matin, comme chaque jour, un rituel que Jeanne avait toujours insisté pour maintenir. « Une maison sans feu est une maison sans âme », disait-elle. Arrivé à la porte, Marcel hésite. Faire entrer un prédateur sauvage dans sa maison défie toute logique. Et pourtant, l'animal derrière lui n'est pas n'importe quel lynx. Ce lien inexplicable qui les unit transcende les barrières naturelles entre hommes et bêtes. « Entre », dit-il simplement en ouvrant la porte. La chaleur du chalet les enveloppe immédiatement. Sans hésitation, comme s'il retrouvait un territoire familier, le lynx se dirige vers la vieille couverture en laine posée près de la cheminée, exactement là où il dormait jadis quand il n'était qu'un chaton. Ce geste, plus que tout autre, convainc définitivement Marcel qu'il s'agit bien de Luciole. Avec une lenteur délibérée pour ne pas effrayer l'animal, Marcel s'approche et s'agenouille pour examiner la blessure. Le lynx le laisse faire, clignant occasionnellement des yeux, mais maintenant une immobilité presque surnaturelle. « Quelqu'un t'a tiré dessus », constate Marcel, découvrant l'origine de la plaie. « Un braconnier, probablement. » La colère enfle dans sa poitrine. Malgré la protection stricte dont bénéficie l'espèce, les lynx continuent d'être la cible de chasseurs illégaux ou d'éleveurs craignant pour leurs troupeaux. Le projectile a heureusement seulement éraflé le flanc de l'animal, mais l'infection qui commence à se développer pourrait s'avérer fatale sans soins appropriés. « Il faut nettoyer ça », déclare-t-il, se relevant avec effort, ses articulations protestant contre ce mouvement brusque. Dans la salle de bain, Marcel retrouve la vieille trousse de premiers soins que Jeanne gardait toujours prête. Sa femme avait été infirmière avant leur retraite dans les montagnes, et elle n'avait jamais perdu ses réflexes de soignante. Combien de randonneurs blessés, d'enfants tombés des arbres, d'animaux sauvages en détresse avaient bénéficié de ses mains expertes au fil des années. « Je ne suis pas aussi doué qu'elle », murmure-t-il en revenant près du lynx, « mais je ferai de mon mieux. » Étonnamment, l'animal se laisse soigner sans résistance. Marcel désinfecte la plaie, applique un onguent antibiotique et place un bandage léger. Tout au long du processus, les yeux ambrés du lynx ne quittent pas son visage, avec une intensité qui semble transpercer l'âme du vieil homme. « Tu as faim, je suppose », dit Marcel en terminant les soins. Il se dirige vers la cuisine où il trouve un morceau de viande dans le réfrigérateur. Le lynx accepte l'offrande avec une délicatesse surprenante, puis retourne s'installer sur la couverture, le collier avec sa petite clochette tintant doucement à chaque mouvement. Ce soir-là, alors que la tempête de neige s'intensifie à l'extérieur, transformant le paysage en une étendue blanche indéfinissable, Marcel s'assoit dans son fauteuil usé, un verre de génépi à la main. Le lynx dort paisiblement près du feu, sa respiration régulière créant un rythme apaisant dans la pièce silencieuse. « Je ne sais pas comment tu as fait pour la retrouver, » dit Marcel à voix basse, « ni comment tu as su qu'elle était partie. Mais je suis heureux que tu sois revenu. » Les questions tourbillonnent dans son esprit. Comment un animal sauvage peut-il maintenir un tel lien avec des humains après des années de vie dans la nature? Comment a-t-il pu localiser précisément la tombe de Jeanne? Et surtout, pourquoi maintenant? Le sommeil finit par emporter Marcel, son verre vide glissant doucement sur la coudoir du fauteuil. Il rêve de Jeanne cette nuit-là, non pas de la Jeanne des derniers mois, affaiblie et diminuée par la maladie, mais de la Jeanne vibrante et rieuse qu'il avait séduit 60 ans plus tôt. Dans son rêve, elle se tient à la lisière de la forêt, entourée d'animaux sauvages qui semblent répondre à sa présence, et elle lui sourit avec une sérénité qu'il n'avait plus vue sur son visage depuis longtemps. « Prends soin de lui », dit-elle dans le rêve. « Il est revenu pour une raison. » Marcel se réveille à l'aube, le coup douloureux d'avoir dormi dans une position inconfortable. Pendant un instant, il s'attend presque à voir Jeanne dans la cuisine,
préparant le café comme elle l'avait fait chaque matin pendant plus d'un demi-siècle. La réalité de son absence le frappe à nouveau, cette douleur familière qui ne s'est jamais vraiment atténuée. Puis son regard se pose sur la couverture près du feu et il sursaute. Le lynx n'est plus là. « Luciole » appelle-t-il, une pointe de panique dans la voix. Un tintement de clochette lui répond depuis la cuisine. Le lynx est assis près de la fenêtre, observant la neige qui continue de tomber. En voyant Marcel, il émet un son doux, presque un ronronnement, qui semble incongrument domestique pour un prédateur sauvage adulte. Le vieil homme s'approche de la fenêtre. Le monde extérieur a disparu sous au moins 50 centimètres de neige fraîche, transformant les environs immédiats du chalet en un paysage lunaire. « On dirait que tu es coincé ici pour le moment, » dit-il au lynx, « ce qui me laisse le temps de décider quoi faire de toi. » La solution évidente serait d'appeler les services de la réserve naturelle, de leur signaler la présence d'un lynx blessé. Ils viendraient le chercher, le soigneraient et le relâcheraient une fois guéri. C'est ce que dicterait la raison. Mais quelque chose retient Marcel. Le rêve de cette nuit, les circonstances extraordinaires de cette réunion, cette certitude viscérale que le retour de Luciole n'est pas une coïncidence. Tout cela forme un message qu'il n'arrive pas encore à déchiffrer complètement, mais qu'il sent profondément important. Après un petit déjeuner frugal, Marcel s'habille chaudement et dégage l'entrée du chalet, créant un chemin dans la neige profonde. Le lynx le regarde faire depuis la fenêtre, sa silhouette tachetée formant une ombre mouvante derrière la vitre givrée. Lorsque Marcel rentre, rougi par l'effort et le froid, il trouve l'animal examinant attentivement les photos encadrées sur le manteau de la cheminée. Plus précisément, une photo en particulier, Jeanne tenant dans ses bras un petit lynx aux grands yeux curieux. « C'était toi », confirme Marcel, en retirant ses bottes mouillées. « Tu avais environ 8 semaines quand on t'a trouvé. Ta mère n'avait pas survécu à l'avalanche. » Le lynx se détourne de la photo pour fixer Marcel et pendant un instant, le vieil homme pourrait jurer qu'il y a une compréhension humaine dans ses yeux dorés. « Jeanne disait toujours que tu étais spécial, » continue-t-il en s'approchant lentement. « Que tu avais une âme ancienne, comme elle disait. Je pensais que c'était juste. Tu sais, la façon dont les gens parlent des animaux qu'ils aiment. » Il tend une main hésitante vers le lynx, s'attendant à moitié à ce que l'animal recule, rappelé à sa nature sauvage. Au lieu de cela, Luciole avance sa tête, permettant au vieil homme de toucher doucement sa fourrure. « Je me demande si elle savait, » murmure Marcel, les larmes aux yeux. « Si elle savait que tu reviendrais un jour. » À midi, quelqu'un frappe à la porte du chalet. Marcel, qui changeait le bandage du lynx, se fige. L'animal également, ses muscles soudain tendus, prêt à fuir. « Reste tranquille », chuchote Marcel en se dirigeant vers la porte. C'est Sophie Mercier, la jeune factrice qui, malgré la neige, continue fidèlement sa tournée dans les hameaux isolés. À 25 ans, elle représente souvent le seul lien humain que Marcel maintient avec le monde extérieur pendant les jours d'isolement hivernal. « Bonjour, monsieur Dufresne, je vous apporte votre pension et quelques lettres, » annonce-t-elle joyeusement, son visage rond encadré par une épaisse capuche fourrée. « Tout va bien ? Avec cette tempête, je m'inquiétais pour vous. »« Tout va bien, Sophie, merci, » répond Marcel en se plaçant stratégiquement pour bloquer la vue de l'intérieur du chalet. Mais le destin en décide autrement. Un tintement de clochette trahit la présence du lynx qui, curieux, s'est approché silencieusement. Sophie aperçoit l'animal par-dessus l'épaule de Marcel et ses yeux s'écarquillent de stupeur. « Mon Dieu !» souffle-t-elle. « C'est un lynx ?» Le silence qui suit la découverte de Sophie semble s'étirer indéfiniment. Marcel, figé sur le seuil, cherche désespérément une explication qui ne le ferait pas passer pour un vieillard ayant perdu la raison. Derrière lui, le lynx observe tranquillement la scène, apparemment inconscient du chaos potentiel que sa présence vient de déclencher.
Sophie, je peux t'expliquer, commence Marcel, mais la jeune femme le coupe en levant une main. C'est Luciole, n'est-ce pas? Demande-t-elle, sa voix calme, contrastant avec l'étonnement qui se lit toujours sur son visage, le bébé lynx dont Madame Jeanne me parlait. Marcel cligne des yeux, momentanément déstabilisé par cette réaction inattendue. Tu étais au courant? Sophie sourit doucement. Madame Jeanne me montrait souvent les photos. Elle en était si fière de ce petit miracle comme elle l'appelait. Elle m'a raconté comment vous l'aviez trouvé, soigné, puis relâché. Son regard s'attarde sur l'animal. Mais je n'aurais jamais imaginé le voir en chair et en os, encore moins adulte et dans votre salon. Marcel s'écarte légèrement, permettant à Sophie d'entrer. La tempête s'intensifie dehors et il ne peut décemment pas la laisser repartir immédiatement. Il est revenu hier, explique-t-il en refermant la porte derrière elle. Je l'ai trouvé sur la tombe de Jeanne. Sur sa tombe, répète Sophie, incrédule, en retirant sa capuche couverte de neige. Comment est-ce possible? Marcel hausse les épaules, un geste qui exprime toute l'ampleur de son propre étonnement face à cette situation. Je n'en sais rien. Il était là, blessé. Il portait encore le collier que Jeanne lui avait mis. Il désigne la clochette qui tinte doucement alors que le lynx se déplace vers la cheminée, retournant à sa place préférée. Je ne pouvais pas le laisser. Sophie s'approche avec précaution de l'animal, s'accroupissant à distance respectueuse. Le lynx la dévisage sans agressivité, ses yeux dorés reflétant la lumière du feu. Il est blessé, vous dites, un tir de braconnier probablement. J'ai nettoyé la plaie, mais je ne suis pas vétérinaire. La jeune femme hoche la tête, pensive, puis avec une détermination soudaine, elle se relève. Mon frère Thomas est assistant vétérinaire à la réserve naturelle. Je pourrais lui demander de venir jeter un œil, discrètement. Marcel hésite. Faire venir quelqu'un d'autre, même un professionnel, c'est risquer que les autorités apprennent la présence du lynx chez lui. Une situation certainement illégale, malgré les circonstances extraordinaires. Je ne suis pas censé garder un animal sauvage protégé dans mon salon, fait-il remarquer. Non, concède Sophie, mais Thomas comprendra, c'est un passionné, pas un bureaucrate. Et puis, elle s'interrompt, cherchant ses mots. Ce que vous décrivez, monsieur Dufresne, ce n'est pas un comportement normal pour un lynx, un animal sauvage qui revient sur une tombe, qui reconnaît un lieu après des années. Thomas voudra comprendre, pas juste appliquer les règlements. Après quelques instants de réflexion, Marcel acquiesce. L'animal a besoin de soins professionnels et il ne peut pas le garder indéfiniment sans aide. D'accord, mais juste lui, personne d'autre. Promis, assure Sophie. Je lui parlerai ce soir. Il pourrait venir demain, une fois la tempête calmée. Le regard de la jeune femme s'attarde sur les photos disposées sur la cheminée, particulièrement celle de Jeanne avec le lynx chaton. Elle vous manque beaucoup, n'est-ce pas? Demande-t-elle doucement. Marcel ne répond pas immédiatement. Comment expliquer ce vide béant, cette moitié de lui-même disparue? Comment décrire la façon dont le silence de la maison l'étouffe parfois, ou comment certains matins, il oublie momentanément qu'elle n'est plus là, préparant 2 tasses de café par habitude. Chaque jour, dit-il simplement. Sophie pose une main légère sur son bras. Peut-être que c'est sa façon à elle de veiller sur vous, à travers lui, suggère-t-elle en désignant Luciole du menton. L'idée, bien que fantaisiste, réchauffe étrangement le cœur du vieil homme. Après le départ de Sophie, Marcel passe le reste de la journée à observer le lynx, fasciné par ses mouvements fluides malgré sa blessure, par la façon dont il explore le chalet avec une curiosité méthodique, reconnaissant certains endroits, découvrant les changements survenus pendant son absence. À plusieurs reprises, l'animal s'arrête devant des objets ayant appartenu à Jeanne, son fauteuil préféré, son châle encore accroché à la patère près de la porte, sa collection de plantes séchées sur l'étagère de la cuisine. Chaque fois,
Il s'attarde, reniflant doucement, comme s'il cherchait à retrouver son odeur. « Elle te manque aussi », murmure Marcel, surprenant sa propre pensée exprimée à voix haute. Le soir tombe tôt en cette saison, plongeant rapidement le chalet dans la pénombre. Marcel allume quelques lampes, ravive le feu et prépare un repas simple pour lui-même, tout en offrant au lynx un autre morceau de viande. L'étrangeté de la situation le frappe à nouveau. Partager son espace avec un prédateur sauvage, communiquer avec lui presque comme avec un vieil ami. Mais l'est-il encore sauvage? La façon dont Luciole se comporte défie toute classification simple. Ce n'est certainement pas un animal domestique. Sa puissance musculaire, ses griffes rétractables, son regard perçant rappellent constamment sa nature de chasseur. Pourtant, sa présence délibérée ici, son comportement envers Marcel, sa reconnaissance apparente des lieux et des personnes, tout cela suggère une compréhension qui transcende les limites habituelles entre espèces. Après le dîner, Marcel s'installe dans son fauteuil avec un vieux journal de Jeanne qu'il a commencé à relire depuis son décès, parcourant ses pensées, ses observations, ses espoirs, consignés au fil des années. Le lynx s'approche silencieusement et, dans un geste qui coupe le souffle du vieil homme, pose sa tête sur l'accoudoir comme pour lire avec lui. « Elle parle de toi ici », dit Marcel en tournant les pages jusqu'à une entrée datée d'avril 2018. « Écoute, Luciole a attrapé sa première souris aujourd'hui. Il l'a poursuivie avec une détermination comique, trébuchant sur ses pattes encore trop grandes pour son corps. Marcel a ri aux larmes. Je crois que c'est la première fois que je l'entends rire depuis mon diagnostic. Ce petit être nous apporte une lumière inattendue dans cette période sombre. » Marcel doit s'interrompre, sa voix se brisant sur les derniers mots. Le lynx le regarde fixement, ses yeux reflétant la lumière de la lampe avec une intensité presque surnaturelle. « Elle était déjà malade quand on t'a trouvé », continue Marcel après avoir repris son souffle. « Un cancer. Les médecins lui donnaient 6 mois. Elle a tenu 3 ans. » Il sourit tristement. « Têtue comme une mule, ma Jeanne. Elle disait que tu lui avais donné une raison de se battre au début. Ensuite, c'était pour voir le printemps, puis l'été, puis l'automne. Le lynx émet un son doux, presque un ronronnement, qui résonne dans le silence de la pièce. Cette nuit-là, Marcel laisse la porte de sa chambre entr'ouverte, incertain de ce que l'animal fera pendant son sommeil. À sa grande surprise, le lynx le suit et, après avoir inspecté minutieusement la pièce, s'installe au pied du lit, sur le vieux tapis que Jeanne avait tissé des années auparavant. « Bonne nuit, Luciole », murmure Marcel en éteignant la lampe. Dans l'obscurité, seuls les yeux du lynx brillent encore quelques instants, 2 points dorés vigilants dans la nuit, avant de se fermer lentement. Le lendemain matin, Marcel est réveillé par des coups à la porte. Le lynx, déjà alerte, fixe l'entrée de la chambre, oreilles dressées. « Ce doit être Thomas », dit Marcel en se levant péniblement, ses articulations raides après une nuit d'immobilité. En effet, Sophie se tient sur le seuil, accompagnée d'un jeune homme d'une 30aine d'années portant une épaisse parka et un sac qui ressemble à une trousse médicale. Les traits du frère et de la sœur sont suffisamment similaires pour trahir leur parenté, mêmes yeux noisettes, même menton déterminé. « Monsieur Dufresne, voici mon frère Thomas », présente Sophie. Thomas, c'est Marcel Dufresne, l'ancien garde forestier dont je t'ai parlé. Thomas serre la main de Marcel avec respect, un signe de tête bref mais sincère. Sophie m'a raconté une histoire incroyable, dit-il sans préambule. J'avoue que j'étais sceptique jusqu'à ce matin. Entre, invite Marcel en s'écartant. Il est dans le salon. Les 3 s'avancent dans le chalet. Le lynx est maintenant assis près de la fenêtre, observant les flocons qui tombent encore paresseusement à l'extérieur. En entendant leurs pas, il tourne la tête, ses yeux dorés, évaluant immédiatement le nouveau venu. « Incroyable », murmure Thomas,
immobilisé par la surprise. Un lynx boréal adulte, à l'intérieur qui ne montre aucun signe d'agressivité ou de peur. Marcel s'approche lentement de l'animal. « Luciole, c'est Thomas. Il est venu t'aider. » Au son de sa voix, le lynx détache son regard de Thomas pour regarder Marcel. Puis, comme s'il avait compris, il s'étire et s'approche avec une démarche légèrement boiteuse. Il répond à son nom, constate Thomas sidéré. « Et ce collier, c'est vraiment celui que vous lui aviez mis il y a 7 ans ?» Marcel acquiesce. Il était beaucoup plus petit à l'époque, bien sûr. Le collier s'est distendu avec sa croissance. Thomas s'accroupit, gardant une distance prudente. « Bonjour, toi, » dit-il doucement. « Je peux voir que tu as eu des ennuis. » Avec une lenteur délibérée, il ouvre son sac et en sort quelques instruments. « Je vais devoir l'examiner. Normalement, nous devrions le sédater, mais étant donné les circonstances inhabituelles, il te laissera faire, » affirme Marcel avec une certitude qui surprend même Sophie. « Il m'a laissé nettoyer sa blessure hier. » L'assistant vétérinaire lance un regard dubitatif au vieil homme, mais décide de tenter l'approche. Sous le regard attentif de Marcel et Sophie, il s'approche du lynx en lui parlant doucement, lui présentant sa main pour que l'animal puisse sentir son odeur. Ce qui suit défie toutes les attentes de Thomas. Non seulement le lynx ne montre aucun signe d'agressivité, mais il s'allonge docilement, permettant au jeune homme d'examiner sa blessure avec une patience qui serait extraordinaire, même pour un chat domestique. « C'est bien une blessure par balle », confirme Thomas après un examen minutieux. « La plaie est propre grâce à vos soins, mais il y a encore une infection. Je vais lui administrer un antibiotique et refaire un pansement plus adapté. » Pendant qu'il travaille, Thomas bombarde Marcel de questions sur la façon dont il a trouvé le lynx, sur son comportement, sur la période où il l'avait recueilli étant chaton. Le vieil homme répond patiemment, revivre ses souvenirs faisant remonter à la surface des émotions contradictoires, la joie d'avoir sauvé le petit animal, la douleur d'accompagner Jeanne dans sa maladie. « Avez-vous remarqué d'autres comportements inhabituels ?» demande Thomas, en appliquant soigneusement un nouveau bandage. Marcel hésite avant de répondre. Il semble reconnaître certains objets appartenant à Jeanne. Il s'arrête devant ses affaires, comme s'il la cherchait. Thomas et Sophie échangent un regard. « À la réserve, » dit lentement Thomas, « nous documentons les capacités cognitives des grands félins, leur mémoire, leur intelligence spatiale, leur adaptabilité. Mais ce que vous décrivez, il secoue la tête. C'est au-delà de tout ce que j'ai étudié. Est-ce qu'il existe d'autres cas de lynx retournant vers des humains après avoir été relâchés ? Demande Sophie, s'asseyant sur le canapé. Occasionnellement, certains animaux réhabilités reviennent vers des zones habitées s'ils associent les humains à la nourriture. Mais jamais après 7 ans. Jamais avec cette reconnaissance spécifique. Et certainement pas en trouvant une tombe dans un cimetière. Thomas termine ses soins et se redresse. Scientifiquement, je ne peux pas l'expliquer. Je ne demande pas d'explication scientifique, dit doucement Marcel. Je veux juste savoir ce que je dois faire maintenant. Thomas range ses instruments pensif. Techniquement, je devrais signaler sa présence. Un lynx blessé doit être pris en charge par la réserve, soigné et relâché. Marcel sent son cœur se serrer à cette perspective. L'idée de voir Luciole emportée, placée dans une cage, traitée comme un simple spécimen, elle lui est soudain insupportable. Mais, continue Thomas, surprenant le vieil homme, ce que je vois ici défie toute procédure standard. Il est évident que cet animal a un lien particulier avec vous et... avec Jeanne, corrige doucement Marcel. C'est elle qu'il cherchait. Thomas hoche la tête. Peut-être les deux. En tout cas, je propose un compromis. Je reviens demain avec des médicaments plus adaptés. Si sa condition s'améliore sous vos soins et s'il continue à montrer ce comportement non agressif, nous pourrions envisager une situation spéciale.
Quelle sorte de situation spéciale? Demande Sophie, intriguée. Il existe des programmes pour les animaux sauvages qui ne peuvent pas être relâchés dans la nature, généralement en raison de blessures permanentes. Ils deviennent ambassadeurs de leur espèce, contribuant à l'éducation et à la conservation. Thomas regarde le lynx qui s'est rendormi près de la cheminée. Si ce lynx a vraiment cette connexion unique avec les humains, il pourrait être un cas d'étude exceptionnel. L'idée de transformer Luciole en spécimen d'étude ne plaît guère à Marcel, mais c'est préférable à l'alternative, le voir disparaître à nouveau dans la nature ou pire, être enfermé dans un enclos anonyme. Combien de temps avant qu'il soit guéri? Demande-t-il. Pour une guérison complète, plusieurs semaines. Mais le plus important est d'abord de contrôler l'infection. Thomas se tourne vers sa sœur. Sophie, tu pourrais passer à la pharmacie vétérinaire pour moi? J'ai besoin de quelques fournitures supplémentaires. Pendant que Sophie note la liste des médicaments nécessaires, Thomas s'approche de nouveau du lynx endormi, l'observant avec un mélange de fascination professionnelle et d'émerveillement personnel. « Vous savez, dit-il à Marcel sans détacher son regard de l'animal, ma mère était très croyante. Elle disait souvent que les animaux voyaient des choses que nous ne pouvions pas percevoir, des présences, des énergies. » Il hésite avant de continuer. « Je n'ai jamais vraiment accordé de crédit à ces idées. La science était mon refuge. Mais ceci, il désigne le lynx, ceci me fait reconsidérer beaucoup de choses. » Marcel ne répond pas immédiatement. Ces dernières 24 heures l'ont également forcé à remettre en question ses propres certitudes. Toute sa vie, il a observé la nature avec le regard méthodique du forestier, cataloguant, classifiant, expliquant, mais certaines choses échappent à toute classification. Jeanne croyait que tout était connecté, dit-il finalement. Pas d'une façon mystique ou religieuse. Elle disait simplement que nous comprenions trop peu du monde pour tracer des lignes définitives entre les espèces, entre la vie et la mort, entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Thomas acquiesce lentement. Je comprends pourquoi elle et ce lynx avaient un lien spécial. Après le départ de Sophie et Thomas, Marcel se retrouve à nouveau seul avec Luciole. L'animal, revigoré par les soins et la nourriture, explore le chalet avec plus d'énergie qu'auparavant, s'arrêtant occasionnellement pour regarder par la fenêtre, comme s'il évaluait les conditions extérieures. « Tu n'es pas prisonnier ici, » lui dit Marcel, remarquant son intérêt pour le monde extérieur. « Si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas. » Mais le lynx se contente de le regarder, avant de retourner s'installer près du feu, sa position habituelle désormais. Cette nuit-là, Marcel dîne en compagnie silencieuse de Luciole, lui racontant des histoires de sa vie avec Jeanne, de leurs années en montagne, des animaux qu'ils avaient observés ensemble. L'animal écoute, ses yeux dorés ne quittant presque jamais le visage du vieil homme, comme s'il comprenait chaque mot. Plus tard, alors que la nuit enveloppe complètement le chalet et que le vent siffle autour des volets fermés, Marcel sort un vieil album photo qu'il n'a pas eu le courage d'ouvrir depuis la mort de Jeanne. Assis dans son fauteuil, le lynx allongé à ses pieds, il tourne doucement les pages, s'arrêtant sur les images de leur vie partagée, leur mariage, leurs randonnées en montagne, la construction de ce chalet, et finalement, les photos de Luciole chaton dans les bras de Jeanne. « Elle t'aimait comme un enfant », murmure Marcel, sa voix à peine audible par-dessus le craquement du feu. « Nous n'avons jamais pu en avoir, tu sais. Elle disait que la montagne nous avait donné assez d'enfants à protéger, les arbres, les animaux, tout ce qui vivait ici. » Il ferme l'album, le posant sur ses genoux. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que certains liens sont plus forts que le sang. Une semaine s'écoule, marquée par une routine que Marcel trouve étrangement réconfortante. Chaque matin, il se réveille pour découvrir le lynx, soit au pied de son lit, soit devant la fenêtre, contemplant la forêt enneigée. Chaque soir, il partage l'espace près de la cheminée,
l'homme lisant souvent à voix haute des passages du journal de Jeanne, l'animal écoutant avec une attention qui défie toute explication rationnelle. Thomas vient tous les 2 jours, apportant médicaments et nourriture adaptés, vérifiant la progression de la guérison avec un professionnalisme teinté d'émerveillement. La blessure cicatrise bien, l'infection recule. Sophie accompagne parfois son frère, s'attardant pour bavarder avec Marcel, lui racontant les nouvelles du village, brisant l'isolement auquel il s'était résigné depuis la mort de Jeanne. « Vous savez ce qu'on raconte dans le village ?» demande Sophie lors d'une visite, versant du thé dans les tasses ébréchées que Marcel et Jeanne utilisaient depuis des décennies. « Je crains le pire », répond le vieil homme avec un demi-sourire. « On dit que vous êtes devenu une sorte de chuchoteur pour animaux sauvages, que des biches viennent manger dans votre main et que des aigles se posent sur votre balcon. » Marcel rit doucement. Les rumeurs ont toujours eu tendance à s'embellir en montant vers les hauteurs. Sophie sourit, mais son expression devient plus sérieuse. Thomas a parlé de Luciole à son superviseur à la réserve, sans mentionner votre nom, ajoute-t-elle rapidement en voyant l'inquiétude assombrir le visage de Marcel. Juste l'idée générale, un lynx montrant des comportements inhabituels, une connexion particulière avec des humains spécifiques. Et il est intéressé, très intéressé même. Il veut rencontrer Thomas demain pour en discuter plus en détail. Marcel caresse distraitement Luciole, qui s'est approchée en entendant son nom. « Qu'est-ce que ça signifie pour lui ?» demande-t-il en désignant le lynx du menton. Sophie hésite. « C'est compliqué. D'un côté, c'est une opportunité unique d'étudier un comportement animal extraordinaire. De l'autre, je garde illégalement un animal sauvage protégé, complète Marcel. Oui, mais Thomas pense pouvoir négocier quelque chose. Elle pose sa tasse. Un arrangement qui permettrait à Luciole de rester avec vous, sous certaines conditions. Une sorte de garde partagée entre vous et la réserve. L'idée est à la fois séduisante et troublante. Marcel n'a jamais envisagé de garder Luciole indéfiniment. L'animal appartient à la forêt, à la montagne. Et pourtant, l'idée de le voir partir à nouveau lui serre le cœur d'une façon qu'il n'avait pas anticipée. « Je vais y réfléchir », dit-il finalement. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Marcel se lève et s'habille chaudement. Le ciel s'est dégagé, révélant une lune presque pleine qui baigne le paysage enneigé d'une lumière bleutée irréelle. Sans vraiment réfléchir, il enfile ses bottes et son manteau. « Je vais au cimetière », annonce-t-il à Luciole qui l'observe depuis le canapé. « Tu restes ici. » Mais à peine a-t-il ouvert la porte que le lynx se glisse à l'extérieur, s'enfonçant dans la neige épaisse avec une aisance que Marcel lui envie. Trop fatigué pour protester, le vieil homme ferme la porte derrière lui et s'engage sur le sentier qu'il a dégagé plus tôt dans la semaine. Le monde nocturne de la montagne en hiver est d'une beauté saisissante et impitoyable. La lune projette des ombres nettes sur la neige immaculée. La température bien en dessous de 0 cristallise chaque respiration. Marcel avance lentement, ses articulations raidies par le froid et l'âge protestant à chaque pas. Le lynx, lui, se déplace avec grâce, parfois visible, parfois se fondant dans les ombres, mais toujours proche. Lorsqu'ils atteignent le petit cimetière, Marcel pousse la barrière et se dirige directement vers la tombe de Jeanne. La pierre tombale, simple bloc de granit local comme elle l'avait souhaité, reflète doucement la lumière lunaire. Il s'agenouille avec difficulté, dégageant la neige accumulée depuis sa dernière visite. « Je ne sais pas ce que je fais ici à cette heure », murmure-t-il, plus pour lui-même que pour Luciole qui s'est assis à côté de lui. « Je deviens peut-être fou, comme diraient les gens du village. » Il reste ainsi un long moment, perdu dans ses pensées, dans ses souvenirs de Jeanne. Puis, sortant de sa torpeur, il remarque que Luciole s'est déplacée. Le lynx se tient maintenant exactement au même endroit où Marcel l'avait trouvé une semaine plus tôt, allongé sur la tombe, mais cette fois bien éveillé, regardant fixement quelque chose que Marcel ne peut voir. Suivant le regard de l'animal,
Marcel scrute l'obscurité entre les arbres qui bordent le cimetière. Pendant un instant, si bref qu'il se demande plus tard s'il ne l'a pas imaginé, il croit apercevoir une silhouette féminine, gracieuse et familière, se tenant à la lisière de la forêt. Son cœur fait un bond dans sa poitrine. « Jeanne » appelle-t-il, sa voix à peine audible. Mais déjà la silhouette a disparu si elle a jamais été là. Seul demeure le sentiment troublant d'une présence, d'une connexion qui transcende la barrière de la mort. Luciole émet un son étrange, mi-ronronnement, mi-gémissement, regardant toujours vers la forêt. Puis, comme répondant à un appel silencieux, il se lève et se dirige vers les arbres. « Luciole » appelle Marcel, soudain inquiet. « Où vas-tu » Le lynx s'arrête à la lisière de la forêt, se retourne pour regarder Marcel, puis reprend sa marche s'enfonçant dans les ombres. Sans hésitation, le vieil homme le suit, ignorant la douleur dans ses genoux, la morsure du froid, la voix de la raison qui lui conseille de rentrer au chalet. Le lynx le guide à travers la forêt, suivant un chemin invisible dans la neige, s'arrêtant parfois pour s'assurer que Marcel suit toujours. Il s'enfonce plus profondément qu'il ne l'a fait depuis des années, atteignant une partie de la forêt qu'il ne reconnaît pas immédiatement. Puis soudain, ils émergent dans une petite clairière baignée de lumière lunaire. Au centre se dresse un vieux sapin, majestueux malgré son tronc fendu par la foudre. Et c'est là, au pied de cet arbre, que Marcel comprend où Luciole l'a mené. L'avalanche, murmure-t-il, les souvenirs affluents. C'est ici que nous t'avons trouvé. 7 ans plus tôt, une tempête dévastatrice avait déclenché plusieurs avalanches dans la région. Marcel et Jeanne, inquiets pour la faune, avaient bravé les éléments pour vérifier les dégâts. C'est dans cette clairière qu'ils avaient découvert la mère lynx morte sous la neige et son unique chaton, miraculeusement épargné, blotti contre elle. Luciole s'avance jusqu'à l'arbre et s'assoit, regardant Marcel avec une intensité troublante. Le vieil homme s'approche lentement, comprenant intuitivement ce que le lynx essaie de lui montrer. « Tu te souviens de cet endroit, dit-il, s'agenouillant à côté de l'animal. Tu te souviens de tout. » Un frisson qui n'a rien à voir avec le froid parcourt son échine. L'idée qu'un animal sauvage puisse conserver de tels souvenirs, puisse établir des connexions aussi complexes entre des lieux, des événements et des personnes, défie tout ce qu'il pensait savoir sur le monde naturel. Ou peut-être est-ce plus que de simples souvenirs. Peut-être existe-t-il des liens plus profonds, des fils invisibles qui tissent ensemble toutes les créatures vivantes, et peut-être même celles qui ne le sont plus. Marcel reste assis en silence dans la clairière, le lynx à ses côtés, tous deux contemplant l'arbre qui avait été témoin de leur première rencontre. Dans ce moment de communion parfaite, le vieil homme sent une paix l'envahir, une certitude tranquille que tout ceci fait partie d'un schéma plus vaste qu'il ne peut pas entièrement comprendre, mais dont il fait pleinement partie. Lorsqu'ils reprennent finalement le chemin du chalet, l'aube commence à teinter l'horizon d'une lueur rose pâle. Marcel marche d'un pas plus léger malgré sa fatigue, comme délesté d'un poids qu'il portait depuis la mort de Jeanne. À ses côtés, Luciole se déplace avec une nouvelle assurance, sa démarche presque entièrement débarrassée de la boiterie causée par sa blessure. De retour au chalet, Marcel est surpris de trouver Thomas attendant devant la porte, l'inquiétude marquant ses traits. « Monsieur Dufresne !» s'exclame le jeune homme en les voyant émerger de la forêt. « J'étais mort d'inquiétude quand je suis arrivé et que j'ai trouvé la maison vide. »« Désolé de t'avoir inquiété, » répond Marcel, réalisant soudain qu'il est parti plusieurs heures sans prévenir personne. « Nous avions besoin de vérifier quelque chose. » Thomas observe alternativement Marcel et le lynx, remarquant leur posture similaire d'épuisement satisfait. « Vous semblez avoir fait plus qu'une simple promenade, » dit-il avec curiosité. Marcel ouvre la porte du chalet, invitant le jeune homme à entrer. Dans la lumière matinale qui filtre par les fenêtres,
Le vieil homme paraît transformé, comme si cette excursion nocturne lui avait redonné une vitalité depuis longtemps disparue. « Du café ?» propose-t-il en allumant le poêle à bois. « Volontiers », répond Thomas, retirant sa parka. « J'ai des nouvelles importantes à vous communiquer. C'est pour ça que je suis venu si tôt. » Marcel prépare le café en silence, laissant Thomas observer Luciole qui, après avoir bu longuement dans son bol d'eau, s'est allongé devant la cheminée, sombrant presque immédiatement dans un sommeil profond. « Il a l'air de se porter beaucoup mieux », remarque Thomas. « La blessure cicatrise bien ?»« Regarde par toi-même », invite Marcel en servant le café. Il ne boite presque plus. Thomas s'approche du lynx endormi et s'accroupit pour examiner rapidement le flanc où la balle avait éraflé l'animal. La plaie, désormais propre et en bonne voie de guérison, n'est plus qu'une ligne rose qui disparaîtra probablement complètement sous la fourrure. « C'est remarquable », confirme-t-il en se redressant, « une récupération exceptionnellement rapide. » Les deux hommes s'installent à la petite table en bois de la cuisine, leurs tasses fumantes devant eux. Dehors, le soleil continue sa lente ascension, dorant les sommets enneigés visibles par la fenêtre. « Alors, ces nouvelles ?» demande finalement Marcel. Thomas prend une gorgée de café avant de répondre. « J'ai longuement discuté avec mon directeur hier soir, le professeur Moreau. C'est un expert en comportement des félins sauvages, reconnu internationalement. » Il hésite. « Je lui ai tout raconté. Comment vous avez trouvé Luciole sur la tombe de votre femme, le collier qu'il porte encore, son comportement extraordinaire avec vous. » Marcel se raidit légèrement. « Et quelle a été sa réaction ?» Au début, il était sceptique, bien sûr. Ses comportements défient tout ce que nous savons sur les lynx. Mais lorsque je lui ai montré les photos que j'ai prises pendant les soins, Thomas sort son téléphone et fait défiler quelques images montrant Luciole se laissant examiner avec une docilité remarquable. Il a admis que c'était sans précédent, et il veut voir Luciole. « Ici ?» demande Marcel, soudain inquiet. « À la réserve, idéalement », répond Thomas. Mais il comprend les circonstances particulières. Il est prêt à venir ici, discrètement. Marcel fixe sa tasse, pensif. Et ensuite, il voudra l'emmener, l'étudier, le garder en captivité. Thomas secoue la tête. C'est là que ça devient intéressant. Le professeur Moreau développe un nouveau programme de recherche sur la cognition des grands félins et leurs interactions avec les humains. Si Luciole est vraiment aussi exceptionnel que je le pense, il pourrait devenir un cas d'étude unique dans ce programme. En quoi cela diffère-t-il d'une captivité ? Insiste Marcel. Thomas prend une profonde inspiration. J'en viens au cœur de ma proposition. Le professeur suggère un arrangement sans précédent. Luciole resterait officiellement sous la responsabilité de la réserve, mais vivrait ici, avec vous. Vous seriez considéré comme un gardien bénévole collaborant à la recherche. Cette suggestion laisse Marcel sans voix. Jamais il n'aurait imaginé une telle possibilité, garder légalement Luciole auprès de lui, tout en contribuant à la science. Il existe des précédents, continue Thomas, profitant du silence de Marcel. En Amérique du Nord principalement, avec des loups et des coyotes partiellement socialisés, mais jamais avec un lynx boréal adulte, et certainement pas dans ces circonstances particulières. « Et si je refuse ?» demande doucement Marcel. Le visage de Thomas s'assombrit légèrement. Légalement, nous serions obligés de signaler la présence d'un animal protégé. Les autorités l'emmèneraient probablement dans un centre de réintroduction éloigné. Il pose sa tasse. « Je ne veux pas que cela arrive, monsieur Dufresne, pas plus que vous. » Marcel tourne son regard vers Luciole qui dort paisiblement, sa poitrine se soulevant au rythme régulier de sa respiration. Il pense à Jeanne, à ce qu'elle aurait dit, à ce qu'elle aurait voulu. « Quand viendrait-il ton professeur ?» demande-t-il finalement. « Demain, si cela vous convient. » Il est aussi impatient que discret. Marcel acquiesce lentement. « Dis-lui de venir. »
Mais je veux que ce soit clair. Je ne ferai rien qui puisse nuire à Luciole ou le stresser. S'il montre le moindre signe d'inconfort, tout s'arrête. Thomas sourit, soulagé. Le professeur Moreau sera le premier à respecter cette condition. Il considère le bien-être animal comme une priorité absolue. Après le départ de Thomas, Marcel passe la journée dans une étrange anticipation. Il range le chalet plus par nervosité que par réelle nécessité et prépare un ragoût de chevreuil, se surprenant à fredonner un vieux air que Jeanne aimait. Luciole, réveillé de sa sieste, le suit d'une pièce à l'autre, comme s'il percevait son agitation et cherchait à le rassurer par sa présence. À plusieurs reprises, Marcel s'arrête pour s'adresser directement au lynx. « Un professeur », dit-il en secouant la tête. « Tu vas devenir célèbre, mon ami. J'espère que tu ne m'oublieras pas quand les scientifiques du monde entier voudront t'étudier. » Le lynx cligne lentement des yeux, ce que Marcel interprète désormais comme une forme de communication. En fin d'après-midi, une légère chute de neige recommence, enveloppant le chalet dans un cocon blanc et silencieux. Marcel s'installe dans son fauteuil avec un livre, mais ses pensées dérivent constamment vers leur expédition nocturne, vers cette clairière où tout avait commencé 7 ans plus tôt. « Tu voulais me montrer quelque chose, n'est-ce pas ?» murmure-t-il à Luciole qui s'est installée à ses pieds. « Tu voulais que je comprenne. » Mais comprendre quoi exactement? Que même dans l'univers sauvage et apparemment impitoyable de la nature, il existe des liens qui défient toute explication rationnelle, que la mort, loin d'être une fin définitive, n'est peut-être qu'une transformation, une continuation sous une autre forme. Cette nuit-là, Marcel rêve à nouveau de Jeanne. Elle se tient dans leur jardin d'été, entourée de ces plantes médicinales soigneusement cultivées. Mais au lieu de l'angoisse qui accompagne habituellement ses rêves, Marcel ressent une paix profonde. Jeanne lui sourit, sans parler, mais son regard communique tout ce que les mots ne pourraient exprimer. L'amour qui perdure au-delà de la séparation physique, la gratitude pour cette vie partagée, l'approbation de ce nouveau chemin inattendu. Il se réveille au petit matin avec la certitude tranquille d'être exactement là où il doit être, faisant exactement ce qu'il doit faire. À midi précis, une voiture inconnue s'engage dans le chemin menant au chalet. Thomas en descend, suivi d'un homme de haute stature aux cheveux gris portant des lunettes à monture épaisse qui accentuent son regard vif. « Monsieur Dufresne », présente Thomas lorsque Marcel ouvre la porte. « Voici le professeur Étienne Moreau, directeur du département de recherche comportementale à la réserve naturelle. » « Merci de me recevoir, » dit le professeur en serrant vigoureusement la main de Marcel. Sa voix est grave mais douce, avec un léger accent du Sud. « Thomas m'a raconté une histoire extraordinaire, que j'aurais certainement rejetée comme pure fantaisie si je ne le connaissais pas comme un scientifique rigoureux. » Marcel s'écarte pour les laisser entrer. « J'imagine que vous voulez voir le principal intéressé. » Luciole est assis près de la fenêtre, observant les nouveaux venus avec ce qui semble être une curiosité tranquille. À la vue du professeur, il se redresse légèrement, mais ne montre aucun signe de stress ou de peur. Le professeur Moreau s'immobilise, visiblement stupéfait malgré sa préparation. « Magnifique », murmure-t-il. « Un mâle adulte en parfaite condition. » Ses yeux se fixent sur le collier. « Et c'est bien le même que vous lui aviez mis il y a 7 ans. »« Le même », confirme Marcel. « Ma femme avait insisté pour y ajouter cette clochette. » Avec des mouvements lents et méthodiques, le professeur Moreau dépose sa mallette sur la table et en sort un petit carnet qu'il ouvre à une page vierge. Il note quelques observations préliminaires, tout en gardant un œil sur le lynx qui n'a pas bougé de sa place près de la fenêtre. « Puis-je m'approcher de lui ?» demande-t-il à Marcel, son crayon suspendu au-dessus du papier. « C'est à lui qu'il faut demander », répond Marcel avec un petit sourire. « Luciole, voici le professeur Moreau. Il voudrait faire ta connaissance. »
À la surprise du professeur, le lynx tourne son regard ambré vers lui, puis se lève gracieusement et traverse la pièce jusqu'à s'arrêter à quelques pas de l'homme. « Extraordinaire !» murmure Moreau. Une réponse directe à la voix, une absence totale de méfiance. Il s'accroupit lentement, se mettant au niveau du lynx. « Bonjour, Luciole. » L'animal cligne des yeux, inclinant légèrement la tête, puis s'avance encore d'un pas, permettant au professeur d'examiner de plus près son collier et la petite clochette qui y est attachée. « Il est évident qu'il vous reconnaît comme son gardien, » dit Moreau à Marcel, sans quitter Luciole des yeux. Mais ce comportement va bien au-delà d'une simple imprégnation. La mémoire à long terme chez les félins sauvages est principalement associative, liée à la survie. Emplacement des territoires, source de nourriture, danger potentiel. Reconnaître des humains spécifiques après 7 ans de vie sauvage, puis chercher délibérément leur contact, c'est sans précédent. Thomas, qui était resté en retrait, s'approche à son tour. « Je vous avais dit que c'était exceptionnel. »« Tu étais en dessous de la vérité, » répond le professeur, sortant un petit appareil de sa poche. « Monsieur Dufresne, m'autoriseriez-vous à scanner la puce électronique que Luciole porte probablement? Tous les animaux réhabilités en reçoivent une avant leur relâcher. » Marcel acquiesce et le professeur passe doucement le scanner au-dessus de l'épaule du lynx. L'appareil émet un bip, confirmant la présence d'une puce. RNP-LB 2018-42, lit Moreau sur l'écran. Réserve naturelle du parc, lynx boréal, année 2018, spécimen 42. Il note le code dans son carnet. Cela nous permettra d'accéder à son dossier complet, examens médicaux, comportements observés durant sa réhabilitation, localisation de son relâché. Le professeur se redresse et se tourne vers Marcel. « Monsieur Dufresne, Thomas m'a expliqué les circonstances extraordinaires de votre retrouvaille avec Luciole. Accepteriez-vous de me raconter l'histoire complète, depuis le jour où vous l'avez trouvée avec votre épouse, jusqu'à son apparition récente ?» Marcel invite les deux hommes à s'asseoir et pendant la demi-heure qui suit, retrace toute l'histoire. Il raconte l'avalanche de 2018, la découverte du chaton orphelin, les semaines de soins prodiguées par Jeanne alors déjà malade, le difficile moment de la remise de Luciole au service de la réserve naturelle pour sa réhabilitation. Puis il décrit sa stupéfaction en découvrant le lynx adulte couché sur la tombe de Jeanne, le collier toujours autour de son cou, sa blessure, et les événements des derniers jours, y compris leur excursion nocturne jusqu'au lieu de leur première rencontre. Pendant tout ce récit, Luciole reste près de Marcel, comme pour confirmer chaque détail par sa présence. Le professeur Moreau écoute avec une attention soutenue, prenant occasionnellement des notes, son expression passant de l'incrédulité à la fascination, puis à une sorte d'émerveillement contenu. Il existe des cas documentés d'animaux sauvages, développant des liens particuliers avec des humains, dit-il finalement. Des éléphants reconnaissant leurs soigneurs après des décennies, des grands singes maintenant une communication sophistiquée avec leurs gardiens. Mais chez les félins sauvages, et particulièrement chez une espèce aussi solitaire et farouche que le lynx boréal, il secoue la tête. C'est plus qu'un simple attachement. C'est comme si Luciole avait développé une compréhension presque humaine de concepts abstraits, le lien personnel, la mémoire des individus, peut-être même la notion de la mort. Et la tombe, ajoute doucement Thomas. Comment a-t-il pu la trouver? Le professeur retire ses lunettes et les essuie pensivement. L'odorat des lynx est extrêmement développé, bien plus que celui des humains. Il est possible que Luciole ait associé certaines odeurs spécifiques à Madame Dufresne et qu'il ait pu les détecter même dans un cimetière. Mais cela n'explique pas pourquoi il l'aurait cherchée après tant d'années, ni comment il aurait su qu'elle n'était plus parmi nous. Un silence s'installe dans la pièce, chacun contemplant les implications de ce mystère. C'est Marcel qui le rompt finalement. Jeanne croyait que certaines choses ne peuvent pas être expliquées par la science, dit-il doucement. Pas parce qu'elles défient les lois naturelles,
mais parce que nous ne comprenons pas encore toutes ces lois. Le professeur Moreau sourit légèrement. Une perspective sage. La science progresse en reconnaissant d'abord ce qu'elle ne peut pas expliquer. Il se tourne vers Thomas. Le dossier médical confirme-t-il la blessure par balle? Sans aucun doute, répond le jeune homme. Un projectile de petit calibre, probablement un braconnier. La plaie cicatrise bien, mais Luciole aura besoin de quelques semaines supplémentaires pour une guérison complète. Ce qui nous amène à la question pratique, dit le professeur en se tournant vers Marcel. Que devons-nous faire de Luciole? Marcel sent son cœur se serrer. La question qu'il redoutait depuis le début est enfin posée. Thomas a dû vous parler de sa proposition, répond-il prudemment. En effet, et contrairement à ce que vous pourriez penser, je la trouve fascinante. Le professeur se penche en avant, les coudes appuyés sur ses genoux. Monsieur Dufresne, je dirige un programme de recherche sur les capacités cognitives des félins sauvages, leur mode de communication, leur adaptation à l'environnement humain. Le cas de Luciole représente une opportunité sans précédent d'étudier ces questions dans des conditions uniques. Vous voulez l'emmener à la réserve, dit Marcel, une note de résignation dans la voix. Au contraire, répond le professeur, surprenant Marcel. Je propose que Luciole reste ici, avec vous. Sous certaines conditions, bien entendu. Quelles conditions? Demande Marcel, une lueur d'espoir s'allumant en lui. Le professeur Moreau sort un document de sa mallette. Premièrement, un statut officiel. Vous seriez désigné comme gardien bénévole pour la réserve naturelle, ce qui légaliserait la présence de Luciole chez vous. Deuxièmement, des visites régulières de notre équipe pour suivre son évolution et son adaptation. Troisièmement, votre participation à notre étude, journaux d'observation, enregistrement vidéo de ses comportements, tests cognitifs simples que nous vous apprendrions à réaliser. Marcel considère ces conditions, qui semblent raisonnables. Et après sa guérison complète, c'est là que notre proposition devient véritablement novatrice, intervient Thomas. Nous envisageons un système de liberté contrôlée. Une fois rétabli, Luciole pourrait aller et venir à sa guise, grâce à une chatière spécialement conçue que nous installerions. Il porterait un collier GPS pour suivre ses déplacements et nous aménagerions votre terrain pour qu'il puisse y chasser naturellement. Un compromis entre sa nature sauvage et le lien qu'il a établi avec vous, résume le professeur. Un programme pilote qui pourrait transformer notre compréhension des relations entre humains et animaux sauvages. Marcel regarde Luciole, qui s'est à nouveau installée près de la fenêtre observant la forêt enneigée. Le choix semble presque trop beau pour être vrai. Garder Luciole près de lui, tout en respectant sa nature sauvage, tout en contribuant à la science. Je crois que Jeanne aurait aimé cette idée, dit-il finalement. Elle disait toujours que les animaux sont nos professeurs, si seulement nous savons les écouter. Le professeur Moreau sourit largement. Une femme sage, j'aurais aimé la rencontrer. D'une certaine façon, répond Marcel en regardant Luciole. Je crois que vous l'avez rencontrée aujourd'hui. Le printemps arrive doucement dans les montagnes françaises, fondant la neige et réveillant la nature endormie. 3 mois se sont écoulés depuis cette rencontre décisive avec le professeur Moreau. 3 mois de changements subtils mais profonds dans la vie de Marcel. Le chalet n'est plus l'espace silencieux et mélancolique qu'il était devenu après la mort de Jeanne. Des équipements discrets y ont été installés, caméras pour observer le comportement de Luciole, la fameuse chatière sophistiquée permettant au lynx d'aller et venir à sa guise, et un petit bureau où Marcel consigne méticuleusement ses observations quotidiennes. Ce matin-là, Marcel termine justement son rapport hebdomadaire, notant que Luciole a passé 3 nuits consécutives dans la forêt avant de revenir au chalet, son pelage portant les marques de ses aventures sauvages. « Tu reprends goût à la liberté », dit-il au lynx qui somnole sur le canapé,
son corps puissant témoignant d'une santé parfaitement rétablie. C'est bien, c'est ainsi que les choses doivent être. Le téléphone sonne, interrompant ses réflexions. C'est Thomas, dont les visites hebdomadaires sont devenues un point d'ancrage dans la nouvelle routine de Marcel. « Bonjour, monsieur Dufresne. Comment va notre star aujourd'hui ?» Marcel sourit à cette appellation. Les premiers résultats de l'étude sur Luciole ont commencé à circuler dans la communauté scientifique, suscitant un intérêt considérable. Des chercheurs de plusieurs pays ont contacté le professeur Moreau, demandant des informations supplémentaires sur ce cas sans précédent. « Il vient de rentrer d'une escapade de 3 jours, répond Marcel. Semble avoir chassé avec succès. Parfait. Le professeur sera ravi. Je passerai vers midi avec les nouveaux tests cognitifs dont nous avions parlé. Et... » Thomas hésite un instant. « Je serai accompagné d'une journaliste du magazine Nature & Découverte. Le professeur a pensé qu'un article grand public pourrait être bénéfique pour le projet. Mais si vous préférez rester anonyme... » Marcel réfléchit un moment. Jusqu'à présent, son identité et son adresse exacte ont été tenus secrets, mentionné uniquement comme un ancien garde forestier des Alpes françaises dans les rapports préliminaires. Cette discrétion protège à la fois sa vie privée et Luciole des curieux. « Qu'en pense le professeur ?» demande-t-il finalement. « Il pense que votre témoignage direct donnerait une dimension humaine essentielle à l'histoire. Mais il respectera totalement votre décision. » Marcel regarde Luciole qui s'est réveillée et le fixe de ses yeux dorés, comme s'il suivait la conversation. « Très bien, décide-t-il. Mais pas de photo de moi, uniquement de Luciole, et l'emplacement exact du chalet reste confidentiel. » À midi précis, Thomas arrive avec une jeune femme aux cheveux bouclés et au regard vif. Claire Dutilleux se présente comme journaliste scientifique, spécialisée dans les comportements animaux. « C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur Dufresne, » dit-elle en serrant sa main. « Votre expérience avec Luciole pourrait révolutionner notre compréhension des capacités cognitives des félins sauvages. » Marcel l'invite à entrer, notant avec amusement la façon dont son regard cherche immédiatement le lynx. Luciole est assis près de la fenêtre ouverte, observant un écureuil qui sautille dans les branches d'un sapin proche. « Il est magnifique, » murmure Claire, manifestement impressionnée par la taille et la présence majestueuse de l'animal. « Il vous laissera probablement l'approcher, » dit Marcel, « mais laissez-le décider du moment. » Pendant les heures qui suivent, Claire observe et documente les interactions entre Marcel et Luciole. Elle assiste au test cognitif que Thomas a apporté, puzzle spécialement conçu pour évaluer les capacités de résolution de problèmes des félins, exercice de reconnaissance d'objets et même un test de miroir modifié pour évaluer la conscience de soi. « C'est remarquable », dit-elle en voyant Luciole résoudre méthodiquement un puzzle pour accéder à une récompense cachée. Ses performances dépassent largement celles documentées pour des lynx sauvages et même pour la plupart des félins domestiques. Le professeur pense que c'est la combinaison unique de son développement, explique Thomas. Une imprégnation précoce aux humains, suivie d'années de survie sauvage, puis ce retour volontaire à l'interaction humaine. C'est comme si les deux mondes avaient nourri son intelligence de façon complémentaire. Claire prend des notes détaillées, puis demande à Marcel de raconter l'histoire depuis le début. Elle écoute avec une attention soutenue, particulièrement touchée par le moment où il décrit la découverte de Luciole sur la tombe de Jeanne. « Vous pensez qu'il cherchait spécifiquement votre épouse ?» demande-t-elle doucement. Marcel hésite avant de répondre, conscient que ses paroles seront publiées. « Je crois qu'il cherchait une connexion qu'il avait perdue, » dit-il finalement. « Que ce soit par l'odorat, la mémoire ou quelque chose que nous ne comprenons pas encore, il a trouvé l'endroit où repose celle qu'il avait sauvée et aimée. Et maintenant il partage sa vie entre votre chalet et la forêt,
observe Claire. Comment voyez-vous l'avenir de cette relation inhabituelle? Marcel regarde par la fenêtre, vers les montagnes qui commencent à verdir avec le printemps. Je crois que Luciole fait ses propres choix. Chaque fois qu'il part, je me demande s'il reviendra. Et chaque fois qu'il revient, c'est comme un cadeau. Après le départ de Claire et Thomas, Marcel s'installe sur la terrasse du chalet, profitant des derniers rayons du soleil printanier. Luciole est allongée à ses pieds, apparemment épuisée par toute cette attention. « Tu as été très patient aujourd'hui », lui dit Marcel en se penchant pour caresser doucement sa fourrure tachetée. « Jeanne aurait été fière de toi. » Le lynx lève la tête à la mention de ce nom, comme il le fait souvent. Marcel a remarqué cette réaction et l'a notée dans ses observations scientifiques, mais il garde pour lui sa signification plus personnelle, plus profonde. La nuit tombe lentement, enveloppant la montagne dans un silence paisible. Marcel prépare son dîner, partageant comme d'habitude un morceau de viande avec Luciole. Cette routine partagée a quelque chose de profondément réconfortant pour le vieil homme. Après des mois de solitude dévorante, il a retrouvé un rythme, un sens, une présence qui, sans remplacer Jeanne, apaise quelque peu la douleur de son absence. Plus tard dans la soirée, alors que Marcel lit dans son fauteuil, Luciole se dirige vers la porte signalant son intention de sortir. Marcel se lève pour lui ouvrir. Il n'utilise la chatière automatique que lorsque Marcel est absent ou endormi. « Bonne chasse », dit-il au lynx qui s'arrête un instant sur le seuil, comme pour lui dire au revoir, avant de s'élancer dans l'obscurité. Marcel reste un moment sur le pas de la porte, respirant l'air frais de la nuit, contemplant le ciel étoilé. Ce moment lui rappelle une conversation qu'il avait eue avec le professeur Moreau la semaine précédente. « La science peut expliquer le comment », avait dit le professeur, mais rarement le pourquoi. Pourquoi ce lynx particulier a-t-il développé cette connexion? Pourquoi est-il revenu précisément à ce moment-là? Ce sont des questions qui nous invitent à une humilité scientifique. Marcel sourit à ce souvenir. L'humilité, oui. Face au mystère de la vie, de la mort, des liens invisibles qui unissent les êtres, que pouvons-nous faire d'autre qu'accepter humblement nos limites? Rentrant dans le chalet, il remarque que Luciole a laissé quelque chose sur le tapis près de la porte. Une petite plume bleue, semblable à celle que Jeanne collectionnait autrefois. Marcel la ramasse, touché par ce geste qu'il ne peut s'empêcher d'interpréter comme intentionnel, malgré la voix de la raison qui suggère une simple coïncidence. « Merci », murmure-t-il, regardant dans la direction où Luciole a disparu. Seul le silence de la montagne lui répond, mais pour Marcel, ce silence est désormais rempli de présence, de souvenirs et d'une étrange certitude que certains liens transcendent les barrières que nous croyons infranchissables. L'été s'installe dans les montagnes, apportant sa chaleur et sa luxuriance. Les pâturages alpins se sont couverts de fleurs multicolores, les torrents chantent avec une énergie renouvelée et la forêt vibre de vie. Pour Marcel, les journées se succèdent dans une routine paisible qu'il n'aurait jamais imaginée 6 mois plus tôt. L'article de Claire Dutilleux est paru dans le numéro de juin de Nature Indécouverte, accompagné de magnifiques photographies de Luciole. Comme convenu, Marcel y est mentionné uniquement comme Marcel D., ancien garde forestier, et l'emplacement précis du chalet reste confidentiel. Mais l'histoire du lynx qui est revenu sur la tombe de sa bienfaitrice a touché le cœur des lecteurs, dépassant largement le cercle habituel des passionnés de nature. « Vous êtes devenu célèbre », annonce Sophie en apportant le courrier un matin de juillet. Le bureau de poste croule sous les lettres adressées à l'homme au lynx, Saint-Martin de Belleville. J'ai trié celles qui semblaient les plus personnelles. Elle dépose sur la table une pile d'enveloppes que Marcel contemple avec stupéfaction. « Je ne m'attendais pas à ça », murmure-t-il. « Les gens ont été touchés par votre histoire », dit Sophie en s'asseyant.
acceptant avec plaisir la tasse de café que Marcel lui offre. Dans un monde qui semble de plus en plus cynique, ce lien entre vous et Luciole représente quelque chose, je ne sais pas, quelque chose de pur. Marcel examine les lettres. Certaines viennent de loin. Japon, Australie, Canada. Que leur répondre, je ne suis pas doué pour ce genre de choses. Peut-être pourriez-vous choisir quelques lettres et y répondre simplement, sincèrement. Les gens n'attendent pas de grands discours, juste un peu de cette magie que vous partagez avec Luciole. Après le départ de Sophie, Marcel ouvre quelques enveloppes, lisant avec émotion les témoignages de personnes touchées par son histoire. Une lettre en particulier retient son attention, celle d'une petite fille de 8 ans qui a perdu sa mère récemment et qui a dessiné un lynx veillant sur une tombe fleurie. « Est-ce que ma maman aussi peut m'envoyer un animal pour me dire qu'elle veille sur moi ?» demande-t-elle avec cette simplicité déchirante propre aux enfants. Comment répondre à une telle question? Marcel s'assoit à son bureau, contemple longuement la forêt par la fenêtre, puis commence à écrire. Les mots viennent plus facilement qu'il ne l'aurait cru, porté par sa propre expérience du deuil et de la consolation inattendue. « Cher Lilou, écrit-il, ta maman t'envoie déjà des signes de son amour. Ils sont peut-être plus discrets qu'un lynx, un rayon de soleil à un moment particulier, une fleur qui pousse là où tu ne l'attendais pas, un papillon qui semble te suivre, mais ils sont là, si tu gardes ton cœur ouvert pour les voir. » Luciole, qui était partie chasser depuis l'aube, rentre au moment où Marcel termine sa lettre. Le lynx apporte avec lui les odeurs de la forêt et cette présence sauvage qui ne s'est jamais totalement domestiquée, malgré ses mois de cohabitation avec l'homme. « Tu tombes bien ?» dit Marcel en se levant pour l'accueillir. « J'ai parlé de toi à une petite fille qui a besoin de croire que sa maman veille encore sur elle. » Le lynx s'étire, puis vient frotter sa tête contre la jambe de Marcel dans ce geste d'affection qu'il manifeste parfois. Marcel a appris à ne jamais tenir ces moments pour acquis, à les savourer comme les dons précieux qu'ils sont. Le téléphone sonne, interrompant ce moment de communion. C'est le professeur Moreau dont la voix trahit une excitation inhabituelle. « Marcel, j'ai des nouvelles extraordinaires. L'Université de Genève souhaite organiser un symposium international sur les capacités cognitives des félins sauvages en septembre, et ils veulent que le projet Luciole en soit la pièce maîtresse. » Marcel sent un mélange d'orgueil et d'appréhension. Un symposium? Avec des scientifiques du monde entier? Exactement. Vos observations, combinées à nos analyses, ont suscité un intérêt considérable dans la communauté scientifique. Certains experts remettent en question nos conclusions. Bien sûr, c'est le jeu normal de la science, mais tous veulent en savoir plus sur ce cas sans précédent. « Et qu'attendez-vous de moi ?» demande Marcel, déjà mal à l'aise à l'idée de parler devant une assemblée d'universitaires. « Votre témoignage personnel serait inestimable. Mais je comprends parfaitement si vous préférez rester en retrait. Thomas et moi pouvons présenter les aspects scientifiques. » Marcel réfléchit un instant, regardant Luciole qui s'est installée près de la cheminée éteinte, sa place habituelle. « Je ne suis pas un homme de discours, dit-il finalement, mais si mon témoignage peut aider à comprendre ce phénomène, j'essaierai. Merveilleux, je vous enverrai tous les détails par Thomas demain. Et ne vous inquiétez pas pour l'aspect formel, c'est votre expérience vécue qui intéresse les chercheurs, pas une présentation académique. » Après avoir raccroché, Marcel se sent étrangement agité. Il sort sur la terrasse, observant le paysage familier comme pour y puiser du courage. L'idée de parler de Luciole, de Jeanne, de cette expérience profondément personnelle devant une assemblée d'étrangers, l'effraie. Et pourtant, quelque chose en lui sait que c'est important, non seulement pour la science, mais pour préserver ce moment extraordinaire, cette connexion qui transcende les frontières habituelles entre les espèces. « Qu'en penses-tu, Jeanne ?» murmure-t-il au vent qui caresse son visage. « Aurais-tu voulu que je partage notre histoire ?» Comme en réponse, une brise légère fait tinter la clochette du collier de Luciole
qui s'est approché silencieusement. Marcel sourit, prenant ce son comme un signe d'approbation. Les semaines suivantes passent rapidement, rythmées par les préparatifs du symposium. Thomas vient plus fréquemment, aidant Marcel à organiser ses notes et ses observations en une présentation cohérente. Le professeur Moreau envoie régulièrement des articles scientifiques sur les capacités cognitives des félins que Marcel étudie le soir, impressionné par la complexité de ce domaine qu'il découvre. Luciole, pendant ce temps, continue sa vie partagée entre nature et domesticité. Ses absences s'allongent parfois, 3 jours, 5 jours, mais il revient toujours, parfois portant sur son pelage les marques de rencontres avec d'autres habitants de la forêt. « Je me demande ce que tu fais exactement pendant ces excursions », dit Marcel un soir, alors que le lynx est rentré après 4 jours d'absence. « Tu as d'autres humains que tu visites, peut-être? Une famille secrète dans la forêt ?» L'animal le regarde avec cette intensité tranquille qui continue de fasciner Marcel, même après tous ces mois. Parfois, dans ces moments de connexion silencieuse, Marcel a l'impression que Luciole comprend parfaitement ses paroles, que seule la barrière physiologique l'empêche de répondre. Une semaine avant le symposium, Thomas arrive au chalet avec une surprise, un appareil photo dernier cri équipé d'une fonction de vision nocturne. Le professeur pense qu'il serait intéressant de documenter les activités nocturnes de Luciole, explique-t-il en installant l'équipement. Avec votre permission, bien sûr. Marcel accepte, curieux lui aussi de découvrir ce que fait le lynx pendant la nuit. L'appareil est placé discrètement près de la chatière, programmé pour se déclencher automatiquement en détectant un mouvement. Cette nuit-là, Marcel s'endort avec l'anticipation d'un enfant la veille de Noël. Au matin, Thomas vient récupérer les premières images et ils les visionnent ensemble sur l'ordinateur portable du jeune homme. « Fascinant », murmure Thomas en faisant défiler les photos. « Regardez comment il patrouille autour du chalet, presque comme s'il montait la garde. » En effet, les images montrent Luciole faisant des rondes régulières autour de la propriété, s'arrêtant à des points précis pour observer les alentours. D'autres clichés le capturent dans des postures de chasse parfaites, immobile face à un lièvre ou un petit rongeur. On dirait qu'il considère ce territoire comme le sien, commente Marcel. Pas seulement le territoire, corrige doucement Thomas. Vous aussi. Dans le monde naturel des lynx, les mâles protègent férocement ce qu'ils considèrent comme leur famille. Marcel est touché par cette interprétation. L'idée que Luciole le considère comme faisant partie de sa famille éveille en lui une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, un sentiment d'appartenance, de protection mutuelle qui va bien au-delà de la simple cohabitation. « Il y a une dernière photo que vous devriez voir », dit Thomas en cliquant sur le fichier final. Celle-ci a été prise juste avant l'aube. L'image qui apparaît à l'écran coupe le souffle de Marcel. Luciole est assis sur la terrasse, regardant vers l'est où les premières lueurs de l'aube commencent à éclaircir le ciel. À côté de lui, Marcel doit cligner des yeux plusieurs fois pour s'assurer qu'il ne rêve pas. Semble se tenir une silhouette lumineuse, presque translucide, d'une femme aux cheveux gris. « Qu'est-ce que... » commence Marcel, sa voix se brisant d'émotion. « Probablement un effet de lumière, » dit rapidement Thomas, scientifique jusqu'au bout des ongles. La brume matinale, les premiers rayons du soleil, la sensibilité particulière de l'appareil. Mais Marcel ne l'écoute plus. Son regard reste fixé sur cette silhouette dont le contour, même flou et incertain, lui est plus familier que sa propre image dans le miroir. « Jeanne », murmure-t-il. Le grand amphithéâtre de l'Université de Genève est rempli au-delà de sa capacité. Des scientifiques venus des 4 coins du monde, des étudiants passionnés, des journalistes spécialisés, tous sont là pour entendre parler du projet Luciole, comme l'a baptisé le professeur Moreau. Marcel, assis au premier rang, sent son cœur battre à un rythme alarmant. Dans quelques minutes, ce sera à son tour de monter sur l'estrade. Thomas, installé à côté de lui,
pose une main rassurante sur son bras. « Tout ira bien. Parlez simplement comme vous me parlez à moi. » Comme si c'était aussi simple, marmonne Marcel, tirant nerveusement sur le col de sa chemise neuve, la première qu'il achète depuis la mort de Jeanne. Sur scène, le professeur Moreau présente les aspects scientifiques du projet avec l'aisance d'un homme habitué aux conférences académiques. Ces diapositives montrent des graphiques comparant les performances cognitives de lucioles à celles d'autres félins sauvages, des IRM cérébraux révélant des activités neurologiques inhabituelles, des séquences vidéo documentant ces comportements exceptionnels. Ces résultats préliminaires suggèrent des capacités que nous n'aurions jamais soupçonnées chez un lynx boréal, conclut le professeur. Mais les données scientifiques ne racontent qu'une partie de l'histoire. Pour comprendre véritablement ce cas extraordinaire, nous devons entendre la perspective de l'homme qui partage sa vie avec ce lynx remarquable. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter Marcel Dufresne. Les applaudissements résonnent dans l'amphithéâtre tandis que Marcel s'avance vers l'estrade, les jambes tremblantes. Il n'a pas prononcé de discours public depuis sa retraite du service forestier, 20 ans plus tôt. Pourtant, lorsqu'il se trouve face à cette assemblée attentive, quelque chose d'inattendu se produit. Sa nervosité s'estompe, remplacée par une étrange certitude. Ces histoires qu'il s'apprête à raconter, la découverte du chaton orphelin, les soins prodigués par Jeanne, la réapparition miraculeuse de Luciole sur sa tombe, ce ne sont pas seulement ces histoires. Elles appartiennent aussi à Jeanne, à Luciole, et maintenant, d'une certaine façon, à tous ceux qui sont venus les entendre. « Je ne suis pas un scientifique », commence-t-il simplement. « Je suis un vieil homme qui a eu le privilège d'être témoin de quelque chose que je ne peux pas expliquer entièrement. Tout a commencé il y a 7 ans, lors d'une terrible tempête qui a ravagé nos montagnes. » Les mots viennent facilement, portés par l'émotion authentique et la simplicité directe d'un homme qui raconte simplement ce qu'il a vécu. L'amphithéâtre est plongé dans un silence attentif, interrompu seulement par quelques murmures émus lorsque Marcel décrit le moment où il a découvert Luciole sur la tombe de Jeanne. Lorsqu'il termine son récit, c'est par une réflexion personnelle. « Je ne prétends pas comprendre pourquoi Luciole est revenu précisément à ce moment-là, ni comment il a pu trouver cette tombe. La science nous donnera peut-être un jour ses réponses, mais ce que je sais avec certitude, c'est que cette rencontre a transformé ma vie d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Elle m'a rappelé que les liens qui nous unissent, humains et animaux, vivants et disparus, sont peut-être plus profonds et plus mystérieux que tout ce que nous avons appris à croire. » L'ovation qui suit est spontanée et chaleureuse. Des scientifiques aguerris, habituellement réservés, se lèvent pour applaudir, certains essuyant discrètement une larme. Dans ce moment de communion inattendue entre science et émotion, Marcel ressent une paix profonde, comme si Jeanne elle-même approuvait chacun de ses mots. La suite du symposium est un tourbillon de rencontres, d'échanges, de débats passionnés. Des chercheurs du monde entier partagent leurs propres observations sur les comportements inhabituels des félins sauvages. Une primatologue japonaise évoque des cas similaires de mémoire à long terme chez des grands singes. Un neurologue canadien propose des mécanismes cérébraux qui pourraient expliquer certains des comportements de Luciole. Un anthropologue français explore les mythes et légendes liés aux félins dans diverses cultures, y trouvant des échos troublants avec l'expérience de Marcel. Mais la question qui revient constamment, que personne n'ose formuler directement pendant les sessions officielles, mais qui émerge invariablement lors des conversations privées, concerne cette photo mystérieuse. Le professeur Moreau l'a délibérément omise de sa présentation, la jugeant trop controversée, trop inexplicable pour un contexte scientifique. Pourtant, la rumeur de son existence s'est répandue, et Marcel se retrouve fréquemment interrogé à ce sujet. « Je ne peux pas l'expliquer », répond-il invariablement. « Je peux seulement vous dire ce que j'ai vu. » Le dernier soir du symposium, lors du dîner de clôture, le professeur Moreau annonce la création d'une fondation internationale
dédié à l'étude des capacités cognitives des félins sauvages, avec le projet Luciole comme programme phare. Marcel est nommé consultant honoraire, un titre qui le fait sourire par son improbabilité. « Si Jeanne pouvait me voir maintenant » murmure-t-il à Thomas assis à ses côtés. Consultant pour une fondation scientifique internationale, moi qui n'ai jamais dépassé le baccalauréat. Elle vous voit, répond doucement Thomas. D'une façon ou d'une autre, je crois qu'elle sait. De retour au chalet une semaine plus tard, Marcel retrouve Luciole qui l'attend sur la terrasse, comme s'il avait parfaitement calculé l'heure de son retour. Cette synchronicité, qui aurait semblé surnaturelle quelques mois plus tôt, fait désormais partie de leur relation particulière, un mélange d'instinct animal et de compréhension qui transcende les barrières des espèces. L'automne arrive doucement dans les montagnes, teintant les forêts d'or et de pourpre. Les excursions de Luciole s'allongent parfois, mais il revient toujours, partageant sa vie entre sa nature sauvage et ce lien unique avec Marcel. Les visites régulières de Thomas et du professeur Moreau continuent, documentant cette coexistence extraordinaire pour la postérité scientifique. Un matin d'octobre, Marcel se réveille avec une certitude inexplicable. Il s'habille chaudement et se dirige vers le cimetière, sachant d'une façon qu'il ne peut expliquer que Luciole l'y attend. Et en effet, lorsqu'il pousse la petite barrière en fer forgé, il aperçoit le lynx couché exactement au même endroit où il l'avait découvert 1 an plus tôt sur la tombe de Jeanne. « Tu te souviens aussi des anniversaires ?» dit Marcel en s'approchant. « Tu es plein de surprises. » Il s'assoit sur le banc de pierre près de la tombe, tandis que Luciole se lève pour venir se frotter contre ses jambes avant de reprendre sa place sur le marbre. Ensemble, ils restent ainsi, en communion silencieuse avec le souvenir de Jeanne. Alors que le soleil automnal émerge derrière les montagnes, baignant le cimetière d'une lumière dorée, Marcel croit apercevoir pendant un bref instant cette même silhouette lumineuse capturée par la caméra. Elle se tient entre Luciole et lui, une présence éphémère mais indéniable, une main translucide semblant caresser à la fois l'homme et l'animal. « Je comprends maintenant », murmure Marcel, les larmes aux yeux mais le cœur en paix. « Tu n'es pas revenu uniquement pour la retrouver. Tu es revenu pour nous réunir tous les trois d'une façon que personne ne pourrait expliquer. » Le lynx le regarde de ses yeux dorés, semblant confirmer cette vérité simple mais profonde. Dans ce regard, Marcel lit tout ce que les mots ne peuvent exprimer, que l'amour prend parfois des formes inattendues, que les liens véritables ne sont jamais vraiment rompus et que certains mystères ne sont pas faits pour être résolus, seulement vécus et chéris. Comme en réponse à cette compréhension partagée, la clochette au cou de Luciole teinte doucement dans la brise matinale. Un son aussi clair et pur que la vérité qui les unit désormais dans cette famille improbable forgée par le destin. L'instinct est peut-être quelque chose de plus grand que tous.